Bonjour. Monsieur Nyokobay Diouf, vous êtes le directeur de la petite enfance du Sénégal et chargé aussi de la protection des personnes vulnérables. Aujourd'hui, l'objet de notre visite, c'est qu'on vient vous voir pour faire en quelque sorte le point sur la question de la petite enfance au Sénégal. Bon, c'est plutôt le directeur des droits, de la protection de l'enfance et des groupes vulnérables. La petite enfance constitue une cible dans la catégorie d'enfants que nous protégeons. La petite enfance, c'est de 0 à 6 ans, alors que l'enfance, c'est de 0 à 18 ans. Donc vous voyez que c'est une catégorie auquel nous nous adressons et que nous intégrons dans l'ensemble des catégories d'enfants qui sont prises en charge par notre direction. Il y a une agence nationale de la petite enfance et de la case des tout-petits. Donc c'est un peu différent, mais c'est complémentaire. Nous prenons en charge l'ensemble des questions qui sont relatives à la protection des enfants d'une manière générale et plus particulièrement cette cible qui est très vulnérable dans les enfants. Quand on parle de l'enfance au Sénégal, l'actualité ces derniers temps a été focalisée par la dernière décision du président de la République qui a été de retirer les enfants de la rue. Aujourd'hui, dans une interview que vous avez accordée à nos confrères de l'Observateur, vous avez fait en quelque sorte un bilan à mi-chemin de ce processus. Où est-ce qu'on en est et que sont devenus ces enfants qui sont retirés de la rue? Oui, comme vous savez, il faut d'abord saluer cette mesure de M. le Président de la République de faire retirer tous les enfants de la rue. L'objectif, c'était de les protéger contre des dangers qui les guettaient dans ces rues. Et nous avons relevé un certain phénomène de trafic d'enfants lié un peu à la traite. Il ne s'agit pas d'enfants seulement sénégalais, mais des enfants qui nous viennent également de la sous-région, en nombre, particulièrement en Guinée-Bissau, du Mali, de la Gambie, n'est-ce pas, et également de la République de Guinée. Cette mesure aussi a été bien saluée par les populations qui ont vu là une mesure de sauvegarde et de restauration des droits de l'enfant. Donc il y a les acteurs de la société civile également qui sont joints à la décision du gouvernement, y compris la CEDEAO qui a promptement réagi en félicitant le gouvernement du Sénégal et en l'accompagnant dans le cadre même de la prise en charge de certaines questions, notamment liées à la mobilité du groupe opérationnel. Et donc, dès la prise de la décision par M. le Président de la République, nous avons mis en place un plan de retrait avec un comité restreint qui a été installé à l'occasion même au lendemain de l'incendie de la Médina, où le gouvernement avait créé un groupe opérationnel pour piloter le plan d'action d'éradication de la mendicité. C'est un plan d'action qui prend en compte toutes les questions relatives à la construction d'infrastructures, au renforcement des services de protection, au renforcement également du cadre de services, des paquets de services, à travers ce qu'on appelle des standards minimaux de prise en charge des enfants. Donc tout cela a permis à ce comité, qui avait déjà une expertise dans le domaine, d'élaborer rapidement, pour mettre en œuvre la décision de M. le Président de la République, un plan d'action orienté vers le retrait et qui s'articulait autour de 4 points, notamment la mise en place d'un dispositif opérationnel de retrait, premièrement. Deuxièmement, la prise en charge effective accompagnée des mesures de réinsertion. Troisièmement, c'était l'élaboration d'un plan de communication pour le changement, un plan de communication. On l'appelle le C4D, communication pour le développement, orienté vers le changement de comportement, qui est d'abord l'objectif numéro 2 de la stratégie nationale de protection de l'enfant. Et le quatrième axe était le suivi et évaluation. Donc tout cela nous a permis de démarrer les opérations qui ont été lancées et conduites dans sa première sortie
par Madame le ministre en charge des questions de l'enfant. Et nous avons été soutenus en cela par la brigade spéciale des mineurs qui a le pouvoir de police, n'est-ce pas, d'interpeller et de pouvoir référer. Et en même temps, nous avons été aussi appuyés par la société civile qui a développé parallèlement un plan de communication orienté vers la sensibilisation et en partenariat aussi avec certaines collectivités locales qui jouent un rôle extrêmement important dans ce sens. Nous avons opéré à deux niveaux. D'abord le retrait et réinsertion et ensuite les mesures d'accompagnement. Les enfants que nous prenons, que nous identifions dans la rue, sont de plusieurs catégories. C'est aussi bien des enfants non accompagnés que les enfants accompagnés. La première catégorie relève des enfants mendiants, des talibés, des enfants perdus, et même nous avons retrouvé dans le lot des enfants déficients mentaux ou des enfants en rupture familiale. Donc quand nous procédons au repérage d'enfants dans la rue, c'est toutes ces catégories d'enfants. Donc la mesure ne s'intéresse pas seulement à des talibés comme les gens aiment à stigmatiser cette catégorie-là. Nous considérons l'enfant sans discrimination. Et là, les autres catégories d'enfants, c'est les enfants accompagnés, sont les femmes que vous voyez au niveau des feux rouges avec leur progéniture, ou portant leur bébé dans les rues en train de pratiquer la mendicité, donc face à plusieurs dangers. Et donc cette mesure s'intéresse à toutes les catégories d'enfants, sans distinction, en situation de vulnérabilité dans la rue. Et quand nous les prenons, nous les orientons vers deux niveaux. D'abord, au niveau du centre Guindi, qui est un centre d'accueil et d'assistance de prise en charge du gouvernement pour les enfants en situation difficile, mais aussi vers des villages d'enfants SOS pour les familles que nous prenons avec les mamans avec leurs enfants. Et là, ils sont pris en charge. Donc, dès leur arrivée, il y a toute une procédure, un paquet de services qui est mis en œuvre, des kits vestimentaires, sanitaires, alimentaires qui leur sont délivrés. Et s'ensuit une phase de sensibilisation. D'abord sur les dangers qu'encourent les enfants dans la rue. Et aussi le fait que c'est une situation qui peut hypothéquer leur avenir. Surtout s'il s'agit d'enfants qui sont en âge préscolaire ou scolaire même. Nous les sensibilisons également sur la loi d'interdiction de la mendicité et les peines qui sont encourues. Et après cela, nous nous intéressons un peu à leur situation environnementale, familiale, pour voir qu'est-ce qui les motive à venir dans la rue, faire mendier les enfants, ou même mendier sous prétexte d'avoir des enfants. Donc nous nous intéressons beaucoup plus à ces causes, n'est-ce pas, qui amènent aussi bien les daras que les familles dans la rue. Et à partir de là, nous leur dressons un projet. Et dès les premières opérations, Madame le ministre s'était engagée avec le gouvernement à accompagner les familles pendant 6 mois en denrées alimentaires et en dépenses mensuelles pour leur permettre de survivre en attendant, puisqu'ils étaient consignés maintenant dans leur domicile et dans les daras. C'est des acteurs qui n'avaient d'autres ressources que la mendicité. Donc du jour au lendemain, si nous les assignons à rester dans leur domicile, ça peut augmenter leur précarité. Et donc, pour des mesures de solidarité, le gouvernement avait décidé de les accompagner pendant 6 mois en vivre. 6 mois au terme desquels chaque maître coranique a reçu un montant de 500 000 francs pour développer une petite activité de secours, en attendant que le gouvernement puisse trouver les financements nécessaires au plan d'action qui est établi à 2,5 milliards pour la région de Dakar, qui est dans la phase test, mais aussi à 14 milliards pour l'ensemble du territoire national. Donc ce projet de 14 milliards aujourd'hui est soumis à nos partenaires techniques et financiers, notamment l'USAID et d'autres bailleurs de fonds qui sont en train de l'étudier. Donc c'est un partenaire, c'est un plan d'action qui prend en compte plusieurs dimensions. La construction des infrastructures, la modernisation des daras, la construction de centres, le renforcement de l'équipement, mais aussi le renforcement des capacités des personnels qui travaillent au niveau de ces centres
et aussi le renforcement du paquet de services qui est délivré aux enfants. Vous savez que beaucoup de centres ouvrent aujourd'hui leurs portes, mais n'offrent pas suffisamment de services adéquats pour prendre en charge des enfants. Donc ça, c'était la première phase. Pour ce qui concerne les daara, en termes d'accompagnement, et pour ce qui concerne les familles, Madame la ministre avait proposé à Monsieur le Président de la République de les intégrer dans le programme de bourse de sécurité familiale. Ce qui a été fait, et depuis 2 semaines, toutes ces familles qui ont été identifiées ont reçu, en tout cas dans la première partie, notamment 60 familles, ont reçu leur attestation de bourse de sécurité familiale et ont commencé à percevoir. C'est des bourses qu'elles vont recevoir pendant 5 mois, soit 4 fois dans l'année, pour un montant de 25 000 francs. Et en même temps, ces familles sont couvertes par la maladie universelle. Ce qui nous amène, l'interdiction de la mendicité dans la région de Dakar ou dans la ville de Dakar, elle est effective. Par contre, dès qu'on sort de Dakar, on voit que cette mesure ne frappe pas les régions Thiès, Kaolack ou dans d'autres régions. Les enfants sont toujours dans la rue. C'est quoi le problème? Bon, il n'y a pas de problème. Si vous savez que nous sommes dans une phase test aujourd'hui qui s'intéresse à la région de Dakar, d'autant plus que c'est une mesure qui a été très surprenante. Le président de la République a pris cette mesure dans l'urgence de sauver les enfants. Et donc, compte tenu des problèmes de budgétisation, de recherche de financement, il fallait procéder, je crois, de manière très sereine, mais aussi méthodologiquement. D'abord, en élaborant un plan d'action. Il fallait concevoir un cadre d'action pour permettre aux différents acteurs de s'identifier par rapport à leur rôle, mais aussi d'élaborer une méthodologie qui devait être partagée par l'ensemble des acteurs. Les acteurs sont multiformes. Il y a les collectivités locales qui doivent être intégrées dans la démarche. Il y a les associations fêtières, comme les maîtres coraniques, la société civile, qui doivent être impliquées. Mais il y a tout un dispositif infrastructurel qu'il faudrait mettre en place. La brigade spéciale des mineurs n'existe que dans la région de Dakar. Et donc, pour le principe de non-discrimination, nous avons pensé que d'abord, que cette mesure s'intéresse à tous les enfants du Sénégal, mais que pour des raisons stratégiques, parce que déjà depuis 6 mois, 8 mois, nous sommes dans la région de Dakar, nous n'avons pas encore éradiqué la mendicité. Même si nous avons obtenu des résultats satisfaisants, au niveau de certains acteurs de la ville, vous voyez que le paysage s'est embelli, mais les gens ont l'impression que les enfants sont encore en surnombre, alors que ce n'est pas le cas. En tant qu'acteurs, nous avons toujours côtoyé ces enfants dans les rues et nous sommes en mesure aujourd'hui de vous dire que beaucoup de daara sont rentrés dans le village parce que nous les avons suivis. Pour le seul exemple de la région de Kaffrine, il y a 17 daara qui sont rentrés. Mais aujourd'hui, vous pensez que personne n'est rentré. Nous avons fait retourner également d'autres daara dans les autres régions. Mais aussi, il y a une masse critique d'enfants que nous avons fait retourner dans la sous-région, notamment en Guinée-Bissau, avec l'appui de ENDA et du réseau Afrique de l'Ouest, dans le cadre de la lutte contre la mobilité transfrontalière des enfants. Donc nous avançons de manière progressiste, et aussi de manière à maîtriser le problème là où vraiment il est accentué. Il y a des concentrations de daara dans certains quartiers. Il y a aussi une réticence de certains maîtres coraniques qui jouent avec nos sorties. Quand nous sortons le matin, souvent ils sont très tôt dans la rue. Et avant la sortie de la brigade des mineurs, ils se replient dans le daara. Et souvent c'est très tard le soir au niveau des Almadies, vers les restaurants et autres villages dorés, que vous les trouvez un peu tard jusqu'à 23 h le soir, pendant que l'équipe est déjà descendue. Vous avez évoqué le cas des enfants de la rue qui ont été les 9 brûlés vifs de la Médina. On a vu que 4 ans
après, parce que le jour du drame, tout ce que Dakar comptait d'officiels était dans la rue, y compris le président de la République qui était à cette rue 19/6. Aujourd'hui, 4 ans après, pratiquement personne ne s'en souvient. Nous, on a été sur le terrain. Je crois que même les populations de la Médina, c'est nous qui leur avons rappelé que quelque chose s'était passé de grave ici il y a 4 ans. Cet oubli est dû à quoi? Non, ce n'est pas un oubli, c'est simplement le fait que nous sommes dans une phase évolutionnelle. Nous ne pouvons pas nous attarder vraiment à un incident qui a eu aussi d'autres suites. Nous avons vu qu'à Touba, par exemple, un maître coranique avait enchaîné des enfants comme des esclaves. Nous avons vu d'autres catégories d'enfants qui étaient soumis à des conditions, des pires conditions de travail, d'apprentissage dans les daras. Si nous faisons la sommation de tous ces cas de vulnérabilité, de maltraitance auxquels les enfants sont soumis, cela dépasse largement le nombre de 9 talibés qui étaient morts. Et c'est une date historique qui avait permis au gouvernement d'élaborer un plan d'action national d'éradication de la mendicité. Et c'est tout ce plan d'action qui constitue aujourd'hui le soubassement de l'action du plan de retrait que nous sommes en train de mener dans la rue. Donc, nous ne pouvons pas nous attarder vraiment à un fait qui s'est déroulé et pour lequel le gouvernement avait déjà pris ses responsabilités, envisagé des mesures. Vous avez vu que par le passé, plusieurs décisions ont été prises, mais qui sont tombées à l'eau. Monsieur le directeur, est-ce que vous avez des informations sur l'enquête judiciaire qui avait été ouverte au lendemain de ce drame? Oui, je pense que tout le monde a eu l'information que les poursuites ont été arrêtées simplement parce que le juge avait décidé qu'il y avait un non-lieu, n'est-ce pas, une absence de responsabilité directe. C'était un accident. Donc c'est un accident. Les maires coraniques qui ont été interpellés, notamment les parents et les tuteurs, ont été relâchés simplement parce que l'accident a survenu de manière involontaire. On ne peut pas parler dans ce cas-là d'homicide involontaire. Donc c'est une négligence. Et quand le juge décide qu'on doit relâcher, notre action s'arrête dans le plaidoyer, la mobilisation et la protection. Maintenant, l'action de justice et de poursuite est laissée à une autre instance. Aussi, dans le lot des enfants que vous avez retirés de la rue, il y a certains qui sont des malades mentaux, comme vous l'avez dit notamment. Des jeunes enfants laissés livrés à la délinquance qui sont devenus des accros. Aujourd'hui, quand on procède au retrait de ces enfants-là à la rue, on les confie à qui? Nous avons, comme je l'ai dit, oui, nous avons un centre national, c'est le centre Guindi, qui est une structure publique d'accueil et de prise en charge des enfants en situation difficile. Il y a un numéro vert qui permet à tout acteur, une fois qu'il ait identifié un enfant, de se référer à ces structures pour la prise en charge. Aujourd'hui, dans toutes les régions du Sénégal, si vous appelez à partir de ce numéro vert, l'enfant est directement pris en charge. Dans un premier temps, à travers nos structures qui sont dans les départements, parce que nous avons installé beaucoup de comités départementaux de protection de l'enfant qui jouent le même rôle au niveau national. C'est des cadres qui planifient, qui mettent en œuvre, mais aussi qui harmonisent les interventions et qui adressent des plans d'action d'éradication de la mendicité au niveau de chaque département. Bon, c'est au-delà de la mendicité, parce qu'aujourd'hui, l'approche de la stratégie nationale de protection de l'enfant est inclusive, en sens que c'est toutes les questions de vulnérabilité de l'enfant qui sont à la fois prises en charge. Il ne s'agit plus de dire que nous nous levons aujourd'hui pour régler le problème de la mendicité ou bien pour régler le problème de la maltraitance, de la violence ou des abus sexuels. Maintenant, c'est de manière inclusive que nous traitons. Est-ce que vous êtes le directeur de l'enfance, mais aussi des personnes vulnérables? Quand on sait que dans certains foyers, des enfants vivent un calvaire et ils sont aussi en situation de vulnérabilité s'ils ne sont pas en situation de maltraitance, est-ce qu'il arrive à votre direction, à l'État du Sénégal, de retirer, par exemple, la responsabilité parentale à certains parents qui, entre guillemets, qu'on dirait indignes de pouvoir gérer leurs enfants? Bon, notre mission n'est pas une mission de justice,
cela relève de notre ministère. Nous avons une mission de protection qui se limite d'abord à identifier les cas qui nous sont référés, à retirer l'enfant et le prendre en charge au niveau de centre. Maintenant, ce centre-là qui accueille l'enfant doit bénéficier d'une ordonnance de garde provisoire qui lui est délivrée pour permettre de maintenir l'enfant dans les durées légales. Et pendant ce temps, l'enfant bénéficie de toute la protection, tout l'appui nécessaire, y compris l'appui psychosocial ou matériel si besoin en était. Donc c'est comme ça que nous procédons chaque fois qu'un cas nous est référé. Maintenant, pour ce qui concerne la séparation de l'enfant d'avec ses parents, cela relève également d'une considération dont l'intérêt supérieur de l'enfant prime. Parce que l'exception, c'est vraiment séparer l'enfant de sa famille. Mais le cadre idéal, le milieu naturel de l'enfant, c'est sa famille. Et si une décision de justice arriverait à séparer l'enfant de sa famille, dans un premier temps, ce serait peut-être avec ses parents. Si le père et la maman ne peuvent pas ou bien ne sont pas dans les conditions. Et en ce moment-là, nous cherchons au niveau de l'entourage de proximité, nous sommes dans une société traditionnelle. Donc la famille est élargie au niveau des oncles, des grands-pères, nous pouvons toujours voir est-ce qu'il y a une famille d'accueil. Et si une famille d'accueil dans la proximité de l'enfant n'est pas trouvée ou n'est pas possible, là, nous essayons de voir une famille étrangère d'accueil. Il y a beaucoup de familles aujourd'hui qui se portent volontaires pour accueillir des enfants. Et en dernière instance, l'enfant est maintenu dans un centre. C'est selon le cas. Si l'enfant est à Kouro, par exemple, il y a une multitude de centres de prise en charge des enfants du ministère de la Justice. C'est les enfants en conflit avec la loi. C'est les centres de sauvegarde, les centres de réinsertion et de réadaptation sociale. Et donc, il y a les AMO, l'action éducative en milieu rural, qui prennent en compte différentes catégories d'enfants qui sont en conflit avec la loi. Mais s'il s'agit d'enfants qui n'ont aucun problème avec la loi, en ce moment-là, ils sont pris en charge dans le dispositif dont je viens de vous parler, les centres et les familles d'accueil. Monsieur le directeur, est-ce qu'on a ici un chiffre important d'enfants en rupture, des enfants qui sont en difficulté, en rupture familiale et qui sont en quelque sorte confiés à des AMO, à des assistances en milieu ouvert? Est-ce que ça existe au Sénégal? Mais oui, bien sûr. Aujourd'hui, si vous allez au ministère de la Justice, notamment à la direction sœur de la mienne, la direction de l'éducation surveillée et de la protection sociale, qui assure la tutelle des AMO, des centres de sauvegarde. Les centres de sauvegarde, c'est des enfants qui viennent, qui repartent. Il y a plusieurs types de centres où les enfants sont semi-surveillés, c'est-à-dire ils viennent bénéficier d'une formation pendant la journée et le soir ils rentrent chez eux. Mais il y a des centres de réinsertion, d'adaptation, tout cela, qui conservent les enfants pendant toute une durée, la durée de leur rééducation. Quand vous parlez aussi des personnes vulnérables, les groupes vulnérables constituent plusieurs catégories, notamment les personnes handicapées, les personnes âgées, mais aussi les personnes indigentes qui vivent dans des situations précaires. Tout cela sont des groupes vulnérables. Mais quand la direction s'occupe de cette mission, c'est par rapport à l'enfance. Parce qu'au niveau du ministère de la Santé et de l'Action sociale, il y a une direction des personnes vulnérables dans la direction générale de l'action sociale, donc qui s'occupe aussi des personnes vulnérables, mais n'ayant pas une entrée par rapport à l'enfance. Nous considérons que dans une famille vulnérable, l'enfant est la personne la plus vulnérable. Et dans ce sens, nous ne pouvons pas laisser des familles vulnérables en charge d'enfants sans les y accompagner. C'est pourquoi quand on parle de direction de la protection de l'enfant et des groupes vulnérables, les groupes vulnérables, c'est par rapport aux groupes qui éduquent des enfants, qui ont en charge des enfants, mais qui sont vulnérables et qui mériteraient d'être renforcés dans la prise en charge. Monsieur le directeur, ce sera la toute dernière question. Est-ce qu'on a dans
chez vos collègues du ministère de la Justice des équipes spécialisées uniquement pour travailler avec les enfants? Parce qu'on sait que au traumatisme parfois de l'enfant violé ou de l'enfant maltraité, face à l'enquêteur ou à la personne qui est devant cet enfant, peut participer à l'aggravation du traumatisme de l'enfant. Est-ce qu'on a des personnes spécialisées qui travaillent avec les enfants? Oui, vous venez de dire le nom, c'est ce qu'on appelle les éducateurs spécialisés, qui sont en nombre au ministère de la Justice. Donc, ils proviennent d'une formation qui les habilite à prendre en charge l'enfant sur tous les plans, au niveau psychosocial, psychologique, au niveau également de l'accompagnement. Donc, c'est des agents qui sont disséminés un peu partout dans les services de l'État, notamment dans les directions centrales, mais aussi particulièrement au niveau des AMO, au niveau aussi des centres d'éducation de réinsertion, et même dans les autres structures où ils sont sollicités, notamment des établissements scolaires. Vous voyez souvent des assistants sociaux qui relèvent d'une autre catégorie. Donc, il y a une masse d'agents aujourd'hui qui s'occupent de l'accompagnement de l'enfant, psychologique et sur les autres plans. Au-delà même de l'accompagnement communautaire social, il y a cet accompagnement judiciaire même qui se fait à travers les services du ministère de la Justice. Bon, ils sont en nombre, vous pouvez avoir le chiffre à la direction de l'éducation surveillée pour estimer un peu quelle est vraiment la dispersion, même géographique, régionale, de ces agents et les structures vers lesquelles ils sont orientés. Mais le gouvernement a pleine conscience que la protection de l'enfant relève de plusieurs missions, de plusieurs directions qui ont des rôles à jouer. Si vous allez au ministère de la Santé, ils pensent que l'enfant, c'est eux, parce que l'enfant naît à travers leurs mains. Si vous allez au ministère de l'Éducation, ils pensent que l'enfant, c'est eux, parce que l'enfant est éduqué et pris en charge dès l'âge préscolaire. Si vous allez au ministère de la Famille, qui est vraiment le ministère charnière pour la protection des droits de l'enfant, qui fédère toutes les interventions, en sens que nous coordonnons la mise en œuvre de la stratégie nationale de protection de l'enfant. Donc, ayant des responsabilités partagées au niveau de l'État, nous avons un souci que tous ces ministères-là, y compris la société civile, les partenaires techniques et financiers qui sont dans la protection de l'enfant, doivent unir leurs efforts. La protection de l'enfant est beaucoup plus vaste que toutes ces actions-là que les autres ministères développent. Le ministère de l'Éducation se limite uniquement à l'aspect éducatif. Le ministère de la Santé au développement de l'enfant. Mais le ministère de la Femme, de la Famille, à travers la direction, s'occupe de l'effectivité de la réalité des droits de l'enfant dans tous les domaines. Nous nous occupons de l'effectivité des droits de l'enfant dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la justice. Et la protection, dans ce sens, consiste à prévenir toutes les formes de danger, d'abus, d'exploitation que subissent les enfants au sein de leur famille, en y apportant des réponses en collaboration avec l'ensemble des autres structures. Donc cela nous amène à considérer que la protection de l'enfant aujourd'hui est une approche qui est englobante, en ce sens que d'autres formes de vulnérabilité auxquelles les enfants sont assujettis, notamment les abus et exploitations sexuelles, le travail des enfants, l'exploitation par la mendicité, qu'on appelle travail des enfants, le travail des enfants dans les mines, le travail des enfants dans le secteur de l'agriculture et de la pêche, qui entravent un peu leur avenir. Donc, il y a aussi la maltraitance et les châtiments corporels, aussi bien dans les familles que dans les écoles. Donc, la direction de la protection de l'enfant a une mission englobante, n'est-ce pas, et une mission parapluie, comme on le dit, un peu pour estimer que les droits de l'enfant sont respectés dans tous les domaines où ils sont sollicités. Bon, simplement, peut-être inviter la société civile, la presse, toute la communauté à s'engager vers une action commune comme ce plan de retrait des enfants de la rue qui a été décidé par M. le Président de la République et qui consiste à protéger nos enfants
qui constituent à bâtir un avenir meilleur pour nos enfants. Parce que les enfants aujourd'hui, qui constituent plus de la moitié de la population, constituent notre patrimoine national. Si nous n'investissons pas dans ces enfants-là, si nous ne nous assurons pas de leur éducation, nous sommes en train de former des mendiants professionnels à travers ce que nous voyons dans la rue. Ces enfants n'ont pas besoin demain d'avoir des mendiants professionnels. Nous sommes en train également de former des dangers potentiels dans le cadre du défi sécuritaire. Aujourd'hui, si les djihadistes arrivaient à pénétrer au Sénégal, parce qu'il y a eu des cas que la police a maîtrisés, mais si ces gens arriveraient à domestiquer certains talibés, à mettre dans leur peau des bombes, imaginez la sensibilité et la familiarité que ces enfants-là ont et leur mobilité. Un peu partout, ils peuvent en un jour exploser tout le Sénégal. Donc je pense que quand on parle de protection des enfants dans la rue, c'est d'abord protection par rapport à eux-mêmes, par rapport à nous, par rapport à la société, mais aussi par rapport à l'avenir du Sénégal, où les enfants doivent bénéficier d'une éducation adéquate, d'une citoyenneté, pas d'une éducation de la rue, mais vraiment bénéficier de tous les soins nécessaires pour demain être des citoyens dignes de prendre la relève.